OpenAI s'éparpille beaucoup. Juste le projet Sora, ça leur coûte 15 millions de dollars par jour en perte. Est-ce qu'on a déjà vu un pelon de tête, autant en compétition, tranquillement se battre pour la troisième position, la deuxième position et bientôt se battre pour la première position à une vitesse qui change littéralement sur une dynamique de jours, de semaines? Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé. Jonathan, dis-moi tout. À ce qui paraît, ChatGPT ne suit plus la vague. Il se ferait rattraper. On était en train de discuter, toi et moi, hors d'onde. J'essayais d'utiliser les fonctions de Deep Research de ChatGPT. Ce n'est plus ce que c'était. Est-ce que ce qu'on entend dans les médias, les bruits comme quoi finalement peut-être que les modèles sont de plus en plus performants et plus performants même que ChatGPT, est-ce que c'est en train de se faire sentir même dans le quotidien, dans notre utilisation? Qu'est-ce qui se déroule ici? Et Antoine, dans les 6 derniers mois, ça l'a vraiment beaucoup bougé dans le monde de l'intelligence artificielle et surtout pour les cerveaux numériques, dans le fond, qu'est-ce qui propulse les chats GPT de ce monde, les chats comme Gemini, Perplexity et compagnie. OpenAI a été vraiment le leader depuis l'arrivée initialement de ChatGPT et de grandes compagnies autour d'eux comme Google, Microsoft, qui traînent la patte, on va y revenir tantôt, là, mais Google, entre autres, ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et ont réussi, je pense, dans les 6 derniers mois, à rattraper et même sur certains points à dépasser le leader qui est OpenAI. Et la manière que moi je le vois, c'est il y avait avant GPT-5 et après GPT-5. OpenAI ont été impressionnants d'une manière hallucinante avant GPT-5 à sortir coup sur coup des avancées technologiques impressionnantes qui, dans notre quotidien personnel et professionnel, on voyait la différence. Depuis cet été, depuis qu'ils ont lancé GPT-5, on voit une stagnation, je pense, de l'évolution au niveau d'OpenAI, de ChatGPT, dans notre concret, dans notre quotidien. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, mais dans la progression, ils nous ont habitués à une courbe qui était une courbe de progression complètement hallucinante. Et là, on voit dans les dernières semaines, dans les derniers mois, exemple avec Gemini 3.0 et maintenant 3.1 qui viennent de sortir, que certains grands de ce monde sont en train de rattraper et même dépasser OpenAI. Et ça met, je pense, un peu à risque OpenAI au final, qui brûle de l'argent d'une manière absolument incroyable. Et le problème qui arrive avec ça, je recule un petit peu en arrière pour qu'on puisse comprendre pourquoi OpenAI a frappé un mur présentement, c'est que quand ils ont sorti initialement les premières versions de GPT, ils se sont rendus compte, c'était un essai qu'ils faisaient, ils tentaient de mettre en application une théorie que Google avait sortie avec un papier qui était Attention is all you need. Donc, dans une phrase, il y a certains mots qu'il faut porter plus attention que d'autres. Et pour donner un exemple pour qu'on puisse comprendre, c'est si je vous dis le chat est noir, si je vous demande de quelle couleur est le chat, c'est le mot noir qui est important. Donc, l'attention doit se porter sur le mot noir. Si je vous demande qu'est-ce qui est noir, eh bien, l'attention devrait aller sur le mot chat. Donc, dans la même phrase, Google a sorti une logique qu'il fallait peser le poids ou l'attention qu'on devait donner à certains mots. Donc, OpenAI a testé cette théorie-là, a mis au monde GPT-1, GPT-2 et ça a fonctionné. Ils se sont dit, mettons plus de puissance, plus de données, ça devrait être assez impressionnant ce que ça donne, ce qui a donné GPT-3, ce qui a donné naissance à ChatGPT, ce qui a donné naissance à GPT-4. Et théoriquement, selon leurs calculs, GPT-5 aurait dû être hallucinant juste en mettant plus de puissance et de calcul et ils ont frappé un mur. En libérant GPT-5 au monde et en mettant les attentes super haut, ils se sont rendus compte que leur théorie de mettre juste plus de puissance, plus de calcul, plus de données ne donne pas plus de résultats au final. Donc, on est en train d'atteindre une certaine courbe où les grands de ce monde doivent amener des nouvelles technologies ou des nouvelles manières pour aller plus loin que la barrière actuelle. Concrètement, moi, je le vois dans mon quotidien et je pense, Antoine, aussi, tu vois la même chose. Il y a une stagnation depuis cet été avec GPT 5, 5.1, 5.2 dans réellement qu'est-ce que ça donne. Et je pense, encore là, c'est une perception, une opinion, que OpenAI est en train de se disperser dans beaucoup trop de branches et ils ne portent pas attention à leurs joyaux. Donc, un exemple, la fonctionnalité Deep Research, qui était hallucinante, ils viennent encore de la changer dans les dernières semaines et moi, j'ai de la misère à aller rechercher la même force et la même capacité que j'avais en Deep Research il y a un an, alors que Non, c'est GPT-5 n'était même pas incroyable. sorti. Et je pense qu'Antoine, Ouais. tu as la même vue là-dessus de ton côté.
Je pense que tu expérimentes la même chose de ton côté, quelques frustrations. J'ai vécu, et peut-être vous m'écoutez, vous avez la même frustration avec l'audio en temps réel. Ils ont fait des modifications dans les dernières semaines. Ce n'est pas tous les comptes qui l'ont. On a reculé encore d'un an, là. Donc, on joue au yo-yo avec des fonctionnalités qui avaient atteint une certaine maturité et on recule en arrière. Je me suis fâché royalement avec mon chat GPT dans les 2 dernières semaines. Je ne sais pas si tu as eu cette mise à jour-là, Antoine, de ton côté. Ils ont modifié le modèle de voix. On a régressé vraiment un an en arrière. Et là, ça fait que de plus en plus de gens commencent à regarder des alternatives. Et dans les statistiques qu'on voit passer, Gemini est en train de manger les parts de marché de manière hallucinante. Et Microsoft est en train de perdre beaucoup de parts de marché également aussi, à un point tel que Satya Nadella a dit, je vais déléguer certaines de mes fonctions pour venir me pencher dans ce qui se passe dans le département d'AI parce que ça ne fonctionne pas présentement au niveau que ça devrait fonctionner. Et au niveau des abonnements, on le voit carrément dans les statistiques, avancée fulgurante de Google parce qu'ils ont de la traction dans le quotidien des gens, stagnation au niveau d'OpenAI et même, je dirais, un peu de régression, même chose avec Microsoft à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est la même lecture, Antoine, que tu vois de ton côté, dans ton quotidien et dans tes équipes. Je te dirais que ce qui est assez surprenant dans tout ce qui se déroule, Jonathan, c'est que ce n'est pas arrivé plus tôt. Moi, c'est ma seule réflexion et réalisation parce que tout ce qui se déroule en ce moment, personnellement, je ne crois pas que c'est surprenant. On en a parlé combien de fois sur le podcast? Comment OpenAI est encore numéro 1? Comment une organisation qui va littéralement afficher une perte d'environ 10 milliards, je pense, cette année en 2026, peut-être c'était même en 2025, il faudrait que je reconfirme, est capable de soutenir autant de projets dans autant de sens. On fait des acquisitions pour du produit physique, on s'attaque maintenant à la publicité. Littéralement, on essaye d'être sur je ne sais pas combien d'angles d'attaque et au final, on n'a pas la même ressource financière et on n'a pas la même artillerie que les, pardonnez-moi l'expression, les hyperscalers de ce monde, c'est-à-dire les Meta, les Google, etc. Et dans ce jeu dans lequel ils ont décidé de jouer, l'atout numéro 1, c'est la dynamique financière, c'est-à-dire combien d'argent qu'on est prêt à réinvestir. Et j'en veux pour preuve, un des meilleurs exemples qui en est sorti récemment, et si vous faites quelques petites recherches là-dessus, c'est assez intéressant. Google a donné maintenant la possibilité, ils vont littéralement donner la possibilité, je pense, d'aller sur du crédit. Donc, on peut essentiellement acheter, je pense, il faudrait que je regarde exactement comment ils ont structuré le tout. Mais ce qui se déroule avec des banques présentement, c'est qu'ils sont capables d'offrir un prêt qui vont être capables de rembourser sur 100 ans. Donc, ils s'en vont chercher du prêt privé, ou plutôt du prêt bancaire, qu'ils vont pouvoir réinjecter dans leurs investissements d'intelligence artificielle avec une dynamique de paiement, je pense, sur quasiment 100 ans. C'est un petit peu ça qu'ils ont été capables de structurer. Et on parle d'une organisation qui imprime environ, je pense que c'est plus de 100 milliards de dollars par année en bénéfices nets. Je devrais confirmer les chiffres pour être exact, mais on n'est pas tellement loin. Donc, si une organisation fait ça et pendant ce même temps, s'en va chercher du crédit externe au niveau des banques pour réinjecter et réaccélérer son intelligence artificielle, pour moi, ce qui est en train de se dérouler en ce moment, c'est simplement quasiment un exploit qu'OpenAI se soit rendu aussi loin. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on devait voir venir. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, est-ce que c'est la fin d'OpenAI? Parce que, bien entendu, la fin d'une organisation ne va jamais se mettre en branle en temps réel. C'est pas comme si une organisation vit aujourd'hui et meurt demain. Les morts de ces types d'entreprises-là, souvent, s'orchestrent selon ce que j'appelle des morts lentes. MySpace n'est pas mort du jour au lendemain. Yahoo n'est pas mort du jour au lendemain. MSN n'est pas mort du jour au lendemain. Ces entreprises technologiques, ultimement, ont été impactés et ont descendu à cause de plusieurs petites décisions qu'ils n'ont pas été capables de prendre. Et là, peut-être qu'on est face à littéralement un joueur comme OpenAI qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais qui risque d'ici quelques années, ça je le crois bien, ne plus être numéro 1, d'être peut-être dans le top 3, le top 4, le top 5. Et ultimement, s'ils ne sont pas capables de se focusser sur un seul endroit, comme prenons un joueur indépendant qui performe comme pas possible en ce moment, Anthropic. Anthropic se sont focusés sur une verticale très, très claire, le code, et ce qui fait en sorte que maintenant, tous les développeurs, tous les gens qui essaient de bâtir des SaaS ou qui essaient d'intégrer littéralement des agents IA à l'intérieur même de leurs applications, ils vont utiliser la technologie d'Anthropic. Pourquoi? Parce qu'ils ont focusé sur une seule verticale. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance.
Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Et on l'utilise énormément chez nous. Tu veux pas savoir, Antoine, combien ça nous coûte de crédit Entropic par mois? Un peu Ça trop. n'a aucun sens. Un peu trop et c'est exponentiel, mais ça donne des gains en qualité, en efficacité, en rapidité, en valeur qu'on livre aux clients. Donc, on est en train de pousser ça beaucoup dans nos projets. Mais effectivement, Entropic s'est focusé vraiment juste sur une niche en particulier. Et en particulier, on voit vraiment une différence au final. Je rebondis sur deux trucs, Antoine. Ce que tu mentionnes, c'est le fait que OpenAI s'éparpille beaucoup. Juste le projet Sora étant l'application mobile qui permet un peu de créer, pas un peu, de créer des vidéos par intelligence artificielle pour copier un peu ce que TikTok fait, ça leur coûte 15 millions de dollars par jour en perte. Ils sont en train d'avoir vraiment une baisse de l'utilisation. Donc, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau qu'ils ont fait qui leur fait brûler beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et à côté de ça, il y a Google qui réussit à lancer son cerveau numérique qui permet de faire des images d'une manière incroyable. Nano Banana, pour ne pas en parler. Du côté d'OpenAI, ils n'ont pas réussi. Donc, je pense qu'ils ne focusent pas nécessairement. Ils focusent sur trop de choses. Ils n'ont pas de focus. On va se le dire. Il n'y a pas de focus. Il n'y a pas de focus à l'heure actuelle. Et ce n'est pas nécessairement OpenAI le problème. Parce que si ils étaient les seuls à avoir cette technologie-là, il n'y aurait pas de problème. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup trop de compétiteurs dans le marché. Les Google et les Anthropic de ce monde, mais on parle aussi de des modèles open source qui viennent de l'autre côté de la planète, qui commencent à rivaliser beaucoup avec ce qu'OpenAI fait, même à ce qu'avec Google et Anthropic font, pour une fraction du prix, voire $0. Donc, la technologie elle-même n'est plus une barrière à l'entrée. Il y a trop de monde qui ont développé des technologies similaires. Et là, il va falloir qu'OpenAI trouve le moyen de capitaliser là-dessus et de réduire sa perte parce que, selon les prévisions, il manquerait probablement d'argent d'ici 12 à 18 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que Sam Altman, qui dirige OpenAI, est très vocal. Et il y a 3 ans de ça, il a clairement dit dans un enregistrement vidéo que la publicité serait l'absolu dernier recours pour réussir à avancer. S'ils se rendaient à être obligés de mettre de la publicité dans leur système, c'est que ça n'allait vraiment pas bien, qu'ils allaient tenter d'éviter ça à tout prix. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce vidéo-là, entre autres, est disponible sur Internet. Et quand on corrèle ça directement avec le fait que maintenant, ils mettent de la publicité, ils ont lancé de la publicité dans certains forfaits. Et c'est la raison pourquoi Anthropic a fait des belles publicités pendant le Super Bowl pour rire d'OpenAI par rapport au fait qu'ils mettaient de la publicité. Mais quand on corrèle le discours, il n'y a pas si longtemps, de Sam Altman qui dit c'est vraiment notre last resort, notre dernier recours pour nous sauver les fesses. Et aujourd'hui, il met de la publicité. C'est un signal clair et évident qu'ils sont dans l'eau chaude présentement. Maintenant, je reviens à notre quotidien en tant qu'humain, en tant que personne qui a une vie personnelle et professionnelle. J'utilise énormément OpenAI encore. Je le chéris beaucoup. Il m'aide énormément. On commence à regarder un petit peu les alternatives autour pour voir. Bien sûr. Et on commence à pousser un petit peu plus loin derrière tout ça. C'est peut-être là-dessus, Antoine, je t'amènerais sur un concept qu'on a commencé à amener au marché dans nos formations, dans nos challenges IA qu'on fait chez OpenMind, pour aider à comprendre comment on peut utiliser ces cerveaux numériques-là plus loin que les chats.
Parce que, comme commun des mortels, souvent, c'est vraiment dans le chat qu'on utilise l'intelligence artificielle. Je prendrais peut-être un petit 2 minutes pour expliquer comment on amène ce concept-là, puis peut-être ça va éveiller certaines personnes qui nous écoutent. Puis je serais curieux, Antoine, de t'entendre parler, parce que ce qu'on voyait, c'est que les gens sont beaucoup mélangés à comment je peux amener de l'intelligence artificielle dans mon organisation. ChatGPT est facile à utiliser, mais c'est souvent pas fiable. Il me retourne souvent des choses aléatoires. Il va halluciner parfois. Il y a des tâches qu'il n'est pas capable de faire. Donc, le concept qu'on a amené au marché, c'est dans nos organisations, il y a des choses qu'on peut faire dans Chat et hors ChatGPT. Le but final, c'est d'aller parler avec le cerveau numérique que, par exemple, OpenAI ou Gemini ont fait. Donc, OpenAI, on parle de, exemple, GPT 5.2. Quand on utilise Chat, c'est simplement une interface qui nous permet d'aller converser avec ce cerveau numérique-là. Donc, c'est ce qu'on appelle dans Chat. Le problème qui arrive, comme je disais, c'est on va lui demander une tâche, par exemple, de travailler un fichier Excel, de trier des courriels. Il n'a pas accès à tous les outils qu'on voudrait. Et quand il part, on n'est pas capable de l'arrêter, de briser morceau par morceau son processus. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est en dehors de Chat, on peut programmer des lignes de code pour aller discuter avec ce cerveau numérique-là sans passer par un système de chat, de briser en étapes un processus et de faire appel pour des petits morceaux du processus au cerveau numérique pour des tâches très précises qui vont augmenter grandement la fiabilité et l'efficacité. Donc, par exemple, si vous recevez des factures fournisseurs dans vos courriels, bien, c'est pratiquement impossible de demander à Chat, va automatiquement chercher ces factures-là, vérifie si c'est une facture fournisseur, extrait l'information, vérifie si tu sembles être confiant dans ton extraction, puis ensuite envoie-les dans mon système comptable, dans le bon code de GL, et avise-moi ou confirme-moi si tu as besoin d'un humain pour valider si ça fait du sens. Dans Chat, on n'est pas capable de briser ça en étapes, et souvent, il va partir sur une dérape où il n'a pas accès aux outils. Donc, on peut, en dehors de ChatGPT, programmer des lignes de code pour vraiment venir briser en étapes ce processus d'affaires-là. Et par exemple, à l'étape de on veut valider si la pièce jointe est une facture fournisseur, on peut prendre l'information, l'envoyer au cerveau numérique. Le cerveau numérique va nous revenir avec une confirmation si c'est une facture fournisseur ou pas. Et là, on peut avancer dans le processus étape par étape jusqu'à la complétion de la tâche. Donc, dans nos organisations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des automatisations qu'on va pouvoir faire dans ChatGPT, mais c'est limité. Et on peut en faire en dehors de ChatGPT avec des lignes de code pour vraiment venir chercher ou taper dans ce fameux cerveau numérique-là qui se cache derrière ChatGPT, entre autres. Donc, ce cerveau numérique-là est disponible de 2 manières, dans un chat ou en dehors d'un chat. En dehors de chat, ça prend des lignes de code, mais c'est beaucoup plus fiable au final et c'est beaucoup plus répétable, ce qui s'applique plus dans un contexte d'entreprise pour venir amplifier l'humain ou venir concentrer l'humain sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée à ce moment-là. Donc, voilà le petit concept dans chat, hors chat. Quand on l'explique visuellement, et on va le faire dans notre challenge IA qu'on répète le 24 mars qui s'en vient devant nous, on le montre de manière très visuelle pour que les gens puissent comprendre et assimiler ce concept-là. Et on le voit quand on l'explique visuellement, les gens font « OK, là, je comprends comment ça fonctionne et je comprends comment je peux tranquillement automatiser des choses dans mon organisation ou simplement amplifier les humains qui composent mon organisation. » Non, écoute, ce qui est fascinant avec tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment, c'est qu'autant que ça va excessivement vite pour nous au quotidien au niveau des avancements, est-ce qu'on a déjà vu un pelon de tête autant en compétition et autant tranquillement, on pourrait dire ainsi en ce moment, se battre pour la 3e position, la 2e position et bientôt se battre pour la 1re position à une vitesse qui change littéralement sur une dynamique de jours, de semaines. Rappelle-toi, il y a quelques semaines de cela, toi et moi, on était épatés par l'avancement assez exceptionnel de Gemini 3. On n'avait que des bons mots à dire là-dessus. Et on n'a encore que des bons mots à dire là-dessus. Et je pense qu'un des gros arguments qui fait en sorte qu'il va y avoir un très haut taux d'adoption, et nous, on le voit déjà de notre côté, tu vois, j'ai été un très, très grand fan de l'utilisation de Gamma pour mes PowerPoint. Maintenant, je fais tout avec Gemini. Avec un bon prompt, sur des bonnes dynamiques de couleurs, on lui explique exactement ce que je recherche. Il me fait des présentations 3-4 fois plus intéressantes en Google Sites que ce que je suis capable de sortir avec Gamma. Et en étant intégré sur Workspace, je n'ai pas de frais de plus à payer ici. Donc, pour moi, c'est un gain exceptionnel. Il y a déjà également accès à mon data littéralement via Workspace. Donc, je suis capable de lui transférer de l'information de manière beaucoup plus facile. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple de comment on est capable de prendre une application IA qui était très intéressante et importante dans un day-to-day d'une organisation comme la mienne, faire des présentations et de pouvoir intégrer ça dans notre workspace, ce qui fait que tranquillement, on bouge de plus en plus sur Gemini. On était épatés de ça et je le suis encore aujourd'hui. Pendant ce temps-là, il y a eu énormément d'avancements dans les dernières semaines selon Claude Cowork,
qui est capable de littéralement être un agent qui peut faire énormément de choses pour nous, soyons honnêtes. Et là, tout le monde parle de Claude. Et là, par la suite, ils ont été capables de mettre de l'huile sur le feu, bien entendu, comme tu l'as si bien mentionné avec les publicités sur le Super Bowl. Et là, on dirait que c'est eux qui sont en train un petit peu de se battre sur le pelon de tête. Qu'est-ce qu'on a vu littéralement il y a 2 semaines de cela? Oh, xAI finalement se fait acheter par SpaceX. Donc, littéralement, la nouvelle structure maintenant, ça va être de bâtir des centres, des data centers littéralement dans l'espace. Et là, on va utiliser l'intégration verticale que SpaceX a été capable de construire pour aller construire ces data centers dans l'espace. Ça a donné un regain également de visibilité et d'énergie à l'application Grok et ce qu'ils sont capables de faire avec xAI. Donc, on dirait qu'à chaque semaine, un est capable d'aller chercher un petit peu plus l'attention que l'autre et ils se battent pour le 2e, le 3e position, mais j'ai l'impression que bientôt, ils vont se battre pour la première position parce que peut-être qu'on est en train de voir un peu un essoufflement du nombre de choses qu'on peut sortir. Je crois, moi, personnellement, Jonathan, le paradoxe que je vais te faire, et je t'avais déjà dit plusieurs fois que je pensais voir les publicités arriver très rapidement sur OpenAI, ChatGPT, ce qu'on est en train de voir, c'est même déjà en train d'être lancé. Le paradoxe que je veux te dire, c'est que je pense que ce qui va peut-être sauver ChatGPT, c'est la publicité. Parce que si c'est bien fait, et là, il y a un gros astérisque, parce que malheureusement, ça peut être très mal fait. Mais si c'est bien fait, je pense que ça peut être une des plus belles expériences publicitaires qu'on vit. Parce que la qualité d'information reliée à ce que tu es en train de vivre comme expérience dans un chat, c'est très... Tu es beaucoup plus profond dans ta demande, dans ton intention, que ce que tu es sur un réseau de recherche. Donc, s'ils sont capables de bien le construire, et ça demande du flair, de l'art, ça demande beaucoup de choses, réussir un coup de la sorte, ça pourrait les sauver parce que combien de personnes en ce moment ont déjà acheté en ligne après avoir fait une recherche sur ChatGPT? La séquence de consommation existe déjà. La séquence de consommation existe déjà. La conclusion de la transaction n'est juste pas totalement facile encore, on pourrait le dire ainsi. Venez intégrer la publicité de la bonne façon, ça peut être quelque chose qui change tout. Et pour terminer là-dessus, ça serait un produit comparativement à leur abonnement en ce moment qui est à très, très haute marge. Vendre de l'espace publicitaire, c'est du 80-95% de marge de profit brut comparativement à des tokens où est-ce qu'on avait été capable de voir certaines recherches en ligne qui avaient des marges brutes des fois en bas de 50%. Donc, j'aurais tendance à croire que s'ils sont capables de rester très focus sur leur LLM, comme ils l'ont été depuis le départ, améliorer l'espace chat, parce que beaucoup de gens continuent à l'utiliser, moi le premier, et qui viennent intégrer une structure publicitaire intéressante, et bien entendu, c'est le marketeur en dedans de moi qui parle également ici, je pense que ça peut être un environnement qui devient de plus en plus intéressant parce que ça peut devenir excessivement profitable pour l'organisation ici, une approche de la sorte. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir en parler dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça ne Bien sera sûr. pas nécessairement des années. Ça va bouger vite. Comme Ça à arrive très l'habitude. vite. Exactement. Je termine. Pour Jonathan, ceux qui veulent en oui. savoir plus sur l'intelligence artificielle, on fait notre 4e challenge IA, courte 5 jours, du 24 mars, du lundi 24 mars jusqu'à la fin de la semaine. 45 à 60 minutes par jour pour apprendre un petit peu plus sur l'intelligence artificielle en entreprise. openmindT.com/challenge si jamais ça vous intéresse pour vous inscrire. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Jonathan, merci d'être présent chaque semaine encore une fois. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de l'évolution ahurissante et si rapide de l'intelligence artificielle. Jonathan, bonne journée et à bientôt tout le monde.